Les pédagogies nouvelles passionnent toujours les familles et chaque année, de nouvelles écoles se créent. Pourquoi un tel succès? On en parle avec nos invités. Sylvie Descleb, directrice du lycée Montessori, bonjour. Bonjour. Laure Lucéran, ancienne directrice de l'école Steiner de Verrières-le-Buisson, bonjour. Bonjour. Et Virginie Sodinon, présidente de l'ICEM, qui représente la pédagogie Freinet, bonjour. Bonjour. Et Romain Mercier, qui va nous expliquer ce que sont les pédagogies nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les pédagogies nouvelles? Les pédagogies nouvelles sont la pédagogie Montessori, Steiner, De Crowley ou encore Freinet. Et pour les pédagogies Montessori et Steiner, elles sont souvent adoptées par des établissements privés, donc non financés par l'État. Et la pédagogie Freinet est davantage employée dans le secteur public. Mais sont-elles toujours nouvelles? Pas vraiment. En effet, la première pédagogie alternative a été la méthode Montessori, créée en 1907 par Maria du même nom, une médecin italienne. La même année, en Belgique, Ovid de Crowley, un médecin allemand, fonde sa propre école. Il y en a notamment une en Île-de-France, à Saint-Mandé. Quelques années plus tard, en 1919, c'est Rudolf Steiner, un philosophe autrichien qui met au point sa pédagogie et décide d'ouvrir une école pour l'enseigner. Enfin, en 1934, Célestin Freinet, pédagogue français, crée avec sa femme leur pédagogie et fonde leur première école. En réalité, ces pédagogies dites nouvelles ont quasiment pour toutes plus d'un siècle. Alors, quels sont les principaux principes de ces pédagogies nouvelles, qu'on appelle nouvelles? Pour la méthode Montessori, on se base beaucoup plus sur l'autonomie de l'enfant, puisque l'enseignant n'est plus acteur, mais plutôt observateur, et on adapte l'environnement à l'âge et aux besoins de l'enfant. En ce qui concerne la méthode de Crowley, elle se fonde davantage sur les centres d'intérêt de l'enfant. Par ailleurs, on peut observer dans certaines écoles la présence d'une imprimerie pour parfois diffuser un journal d'école. Ensuite, elle permet également à l'enfant d'acquérir l'art de l'observation. Ensuite, pour la pédagogie Steiner, elle laisse davantage place aux activités artistiques telles que la musique, la peinture, et elle favorise également l'apprentissage de plusieurs langues. Enfin, pour la pédagogie Freinet, on laisse une expression libre de l'enfant, comme par exemple avec la célèbre épreuve où les enfants peuvent écrire sur un texte tant qu'ils le veulent, et elle prône également le travail coopératif. Alors, est-ce qu'il existe beaucoup d'écoles de ce type en France? Plutôt, oui, puisque d'après la Fondation Créer son école, sur 115 établissements privés hors contrat, 58% sont des écoles issues des pédagogies alternatives. Ensuite, d'après l'Institut Moderne, il y a une poignée d'écoles Freinet en France, mais on la catégorise plutôt avec 3000 élèves qui apprennent grâce à ces pédagogies. Enfin, pour l'école de Crowley, une seule présente à Saint-Mandé, près de Paris. Et pour l'école Steiner, il en existe 23 selon la Fondation pour l'école. Ce sont les écoles Montessori qui sont les plus nombreuses, avec plus de 400 établissements. Alors, est-ce que la scolarité dans ces établissements coûte cher ? Eh bien, une seule est publique et gratuite, c'est l'école de Crowley de Saint-Mandé, mais l'admission se fait par tirage au sort, donc c'est assez restreint. Pour les autres, il faut compter entre 5 000 et 10 000 euros car elles sont hors contrat. Et puis les écoles Freinet qui sont publiques également et donc gratuites. Ma première question est pour Sylvie Descleb. La méthode Montessori, c'est vraiment un raz-de-marée depuis, je sais pas, une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, environ. C'est vraiment le renouveau. C'est vrai que, comme disait Romain, c'est pas nouveau finalement. Non, Maria Montessori est une médecin qui avait créé ces écoles à Rome pour les enfants défavorisés. On voit que ce sont plutôt des écoles plutôt pour des enfants de familles plutôt très favorisées. Hein. Romain parlait de l'ordre de 10 000 euros, c'est ça, par an. Pourquoi un tel succès d'abord ? Moi, je pense que parce que ça correspondait à un moment où on a mis beaucoup en avant l'éducation bienveillante et donc le fait qu'on fasse vraiment attention à chaque enfant, qu'on s'adapte à chaque enfant. Donc Maria Montessori avait vraiment défini de cette façon-là le rôle de l'adulte auprès de l'enfant. Je pense aussi que c'est arrivé au moment où les neurosciences ont un peu explosé et beaucoup de neuroscientifiques ont montré que c'était une bonne façon d'apprendre avec la pédagogie Montessori. Donc je pense que ces deux choses-là réunies ont fait que le succès de Montessori. C'est de l'éducation positive ou pas? C'est ce qu'on appelle l'éducation positive? Oui, c'est de l'éducation très positive, puisqu'on va développer la confiance en soi, l'autonomie, valoriser chacun en fonction de ses talents, etc., respecter chacun selon ce qu'il est. Donc c'est très positif. Alors c'est aussi très raillé sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. On voit beaucoup sur Instagram la tempête émotionnelle, et c'est OK. Hein, je ne sais pas si ça parle à beaucoup d'entre vous. Si vous avez des ados chez vous, ils savent ce que ça veut dire. C'est un succès, mais c'est aussi un petit peu, voilà,
Oui, parce on se moque un petit peu. Parce qu'il y a eu beaucoup d'écoles qui ont ouvert, beaucoup de livres, de manuels. Tout le monde s'est réclamé de Montessori. Et ça a été un petit peu le défaut de cette vague de succès, c'est que ça a été un petit peu du n'importe quoi pour certaines choses. Il n'y a pas de label Montessori aujourd'hui? Non, il n'y a aucun label Montessori. Toute école qui se crée aujourd'hui peut se dire voilà, Montessori. Tout le monde peut ouvrir une école Montessori. Donc il faut quand même faire attention oui, aux arnaques, aux dérives sectaires. Tout à fait, parce que ça a été aussi un moyen d'ouvrir des écoles, comme vous disiez, qui sont assez chères. Et donc, c'était un moyen. Beaucoup de gens ont pensé qu'ils pouvaient faire de l'argent avec des écoles Montessori. Virginie Solnon, vous représentez la pédagogie Freinet. On a du mal parfois à la différencier. C'est vrai qu'elle n'est pas aussi connue que la méthode Montessori, mais moi je la connais évidemment très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui fait sa particularité et aussi le fait que on trouve cette pédagogie dans des écoles publiques? Oui, parce que le mouvement Freinet est farouchement... Célestin Freinet était dans l'école publique au départ. D'ailleurs, il n'a pas commencé en 1934, mais en 1920 à Bar-sur-Loup. Et c'est suite à l'affaire de Saint-Paul qu'il a créé son école. Mais il a déjà... Ça faisait déjà 14 ans qu'il faisait de la pédagogie Freinet. Mais il a créé son école un peu plus tard. Un peu plus tard, voilà. Bref. La pédagogie Freinet, en fait, elle part de la culture première de l'enfant. Elle part de là, et ensuite, en instituant, en développant l'expression création, en mettant en action le tâtonnement expérimental dans un milieu coopératif, elle va, en fait, la grosse différence avec la pédagogie classique, elle va renverser le rapport maître-élève. En fait, le savoir va plus être descendant, mais il va se construire avec les élèves, et on va rendre un de nos termes chers, c'est l'enfant auteur. Pas seulement acteur dans les pédagogies dites actives. Oui, parce que là aussi, ça a été très critiqué en disant que l'enfant ne pouvait pas construire son savoir, etc. Mais il ne le construit pas, en fait. Ça, c'est justement dans les caricatures. La méthode naturelle, il y a une grosse part de la part du maître. Ça demande une solide formation parce qu'il faut accompagner l'enfant et mettre un milieu riche qui va lui permettre de progresser, d'élargir son champ des savoirs et d'élargir sa culture. Oui, parce que de lui-même, il ne va pas inventer la Voilà, le maître doit éviter le spontanéisme comme la scolastique ou la didactisation à outrance des activités de l'enfant. Ça demande quand même une formation extrêmement poussée, parce que tout le monde ne peut pas s'improviser méthode Freinet. Non, ça demande une formation poussée, et nous, on est un mouvement, le mouvement Freinet, c'est un mouvement où on se forme tout au long de notre carrière. On est en co-formation dans des groupes départementaux, régionaux, et on fait des stages, on va s'observer dans les classes. En fait, on est en co-formation en permanence. Et ça marche? Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de succès auprès des professeurs des écoles? Enfin, Alors, moi, je n'aurais pas survécu dans l'éducation nationale sans la pédagogie Freinet, et je n'aurais pas terminé maître formateur de l'éducation nationale sans la pédagogie Freinet. Est-ce que ça a beaucoup de succès? Les chiffres montrent que non, entre guillemets. Si vous parlez de 3000 classes par rapport au nombre d'enseignants, ça ne fait pas beaucoup. Oui, c'est pas beaucoup. C'est aussi parce que, quelque part, ça demande un investissement. On y passe nos vacances, on y passe nos week-ends, on se forme. Ça demande un lourd investissement que tout le monde n'est pas forcément prêt à faire. Mais ça marche. Mais ça marche. Laure Lucéran, vous avez dirigé l'école Steiner. Alors, par rapport à ces autres méthodes, comment on peut décrire la méthode Steiner? Alors, c'est aussi un peu décrié. Enfin, certains parlent d'une secte. Enfin, comment vous pouvez défendre un peu la méthode Steiner? Alors, à l'instar de Montessori, c'est une démarche. Parce qu'on parle de méthode Montessori, mais en fait, ce sont des pédagogies qui sont des démarches. Donc, quand on dit démarche, on entend que l'enseignant va rester créateur. Il doit rester actif et créateur des contenus qu'il va dispenser aux élèves, surtout de la manière dont il va les dispenser. Vous avez parlé de la place importante des arts dans cette pédagogie et des langues. En fait, tout enseignement doit être artistique parce qu'il doit toucher la sensibilité de l'élève pour qu'il se sente concerné. Mais c'est un enseignement qui est fondé sur une observation fine de l'enfant pour apporter au bon âge les bons contenus, d'une part, et puis c'est une pédagogie qu'on qualifie souvent de pédagogie de l'expérience. D'accord. Il s'agit de transmettre des savoirs par le biais de l'expérience. Et pourquoi l'école Steiner est souvent critiquée, en fait? Parce qu'elle est très méconnue, en définitive, et que nous sommes dans un pays où
en fait, les pédagogies alternatives sont poussées sur les marges, en fait. Il n'y a pas que la pédagogie Steiner, en fait. Oui, donc beaucoup de pédagogies un peu qui se disent nouvelles. Exactement. Est-ce qu'il y a un label? Alors, on a vu que Montessori, il n'y avait pas de label, donc bon, c'était un peu la porte ouverte. Steiner, est-ce qu'il y a un label qui protège le principe éducatif? Toute école ne peut pas se dire Steiner du jour au lendemain pour attirer le chaland, si je puis dire. Vous avez raison, il y a un label. Il y a un label. Il y a une fédération des écoles, oui. Oui, c'est important ça. C'est important. Donc il y a 22 écoles labellisées actuellement, oui. D'accord, donc c'est protégé, tout le monde ne peut pas... parce que ça va être aussi un petit peu un business, toutes ces écoles. Donc il faut faire attention. Et il y a beaucoup, en préparant cette émission, j'ai vu beaucoup de parents qui se plaignaient, alors surtout de Montessori. Alors j'ai mis ma fille à Montessori, je l'ai enlevée. Enfin, il y a beaucoup de choses là-dessus. Et la pédagogie Steiner, c'est une des moins chères des pédagogies alternatives. Et elle a vraiment à cœur de pouvoir accueillir toutes les familles en fonction de leurs ressources. C'est combien par an? Eh bien, en fait, c'est à peu près 300 € par mois sur 10 mois. Ah oui, en effet. C'est pas non plus excessif. Et pourquoi ce succès auprès des familles? Qu'est-ce qu'elles cherchent finalement, ces familles, pour s'inscrire dans une école Steiner? Je pense que les familles, aujourd'hui... Qu'est-ce qu'elles demandent lorsqu'elles viennent chez vous, dans l'école que vous dirigiez? Qu'est-ce qu'elles disent pour que mon enfant soit plus épanoui, pour qu'il réussisse mieux à l'école? Je pense en fait que les familles, elles ont envie que l'école permette à leur enfant de devenir un citoyen accompli, c'est-à-dire un jeune capable d'autonomie, d'adaptabilité, d'esprit d'entreprise, de responsabilité, vous voyez, un jeune capable aussi d'apprendre à gérer ses émotions. Enfin, voilà, donc... C'est une pédagogie complète, en fait. C'est pas uniquement, finalement, le savoir qu'ils recherchent, mais c'est aussi... Oui, le savoir-être. Ouais, l'esprit d'initiative. Tout à fait. Parce qu'en fait, quand on est à sa juste place, quand on sait qui on est, quand on n'a pas peur des autres, quand on a des appétences, eh bien, on est prêt à être du levain pour le monde aussi. On est prêt à s'engager et à apporter des choses neuves. Parce que dans le système plus classique, souvent, on est quand même beaucoup dans la restitution. Et le passé, c'est le passé. Et ça ne peut pas répondre aux besoins de l'avenir, parce que les besoins de l'avenir, on ne les connaît pas. Donc... Alors, Romain, il y a une pédagogie qui a aussi le vent en poupe, c'est l'école de la forêt. Qu'est-ce que c'est? Alors, lorsqu'on est dans une école de la forêt, on dit adieu aux murs de la salle de classe, on dit adieu aux chaises, aux tables et aux tables noires, et on laisse place aux arbres, aux oiseaux et plus globalement à la nature. Le principe des écoles de la forêt est simple, acquérir les mêmes connaissances contre les murs d'une école, mais dehors. Et ce, par tous les temps, ce qui a fait naître le célèbre dicton de l'école buissonnière de l'île de Ré: il n'y a pas de mauvaise météo, mais seulement de mauvais vêtements. Alors, c'est vrai que ça fait envie, hein. Une école buissonnière à l'île de Ré, j'imagine tous ceux qui passent leurs vacances cet été qui se disent, bah oui, je vais rester vivre à l'île de Ré. Il est possible d'y voir dans cette école des élèves écrire leur prénom avec des bouts de bois. Ils font également du calcul en mesurant les différentes longueurs de branches pour construire une cabane. Ils apprennent la biologie en étudiant le cycle des plantes ou celui des arbres. De fait, plus les jours passent et moins la faune et la flore n'ont de secret pour eux. Alors, quelle est l'ampleur du développement de ces écoles en France, ces écoles de la forêt? Pour comprendre où nous en sommes en France, je vais nous comparer au Danemark et à nos voisins allemands. Donc, d'après les Déclics, une entreprise qui propose des activités extrascolaires dans la nature et qui aide les personnes voulant ouvrir des écoles de la forêt, près de 20% des écoles maternelles au Danemark sont des écoles de la forêt. En ce qui concerne nos voisins allemands, ils comptent 2000 écoles de la forêt contre moins d'une centaine chez nous en France. Et les premières se sont développées seulement dans les années 60 chez eux, enfin déjà dans les années 60 chez eux, alors qu'en France, la première a été créée à Angoulême seulement en 2018. Les écoles de la forêt sont sur la bonne voie en France depuis la Covid-19 et le confinement, puisque beaucoup de politiques ont incité les instituts à faire sortir leurs élèves. Résultat, on passe d'une école en 2018 à quasiment une centaine en 2025. Alors, qu'est-ce qui séduit les familles ? Alors les familles convergent vers les mêmes points, puisque c'est surtout la volonté de faire comprendre aux enfants qu'on peut apprendre grâce à la nature, on peut peindre sur des feuilles, on peut apprendre à compter grâce à des marrons. Il y a aussi ce qui revient souvent, c'est l'envie de sensibiliser les enfants à l'écologie, à la nature et à l'être vivant. Il y a aussi une volonté de la part des parents d'ancrer leur enfant dans l'environnement tout en comprenant comment il fonctionne. Un essor qui n'est probablement pas prêt de s'arrêter.
Virginie Solnon, vous représentez donc la méthode Freinet. Comme dans l'école de la forêt dont Romain parlait, il y a un côté pratique dans la méthode Freinet, le côté, finalement, on apprend en faisant. On a oublié ce côté à l'école d'aujourd'hui, finalement. Oui, c'est nous. Il n'y a même plus de travaux pratiques, de techno, hein, comme on faisait quand j'étais à l'école, où on apprenait la couture, on apprenait la menuiserie. Moi, quand j'étais en 5e, à 4e, on faisait ça. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Nous, dans nos classes, ça peut nous arriver en fonction des projets des enfants. Parce qu'en fait, on va partir de leurs projets. Et on va, donc dans certaines classes, et j'en ai vu où ça coupe parce qu'il y a eu un projet lié à ça. Moi, j'ai pu faire travailler le bois et faire scier à une année où les enfants voulaient préparer des jeux de plateau en bois pour la cour. Donc ça a été notre gros projet cette année-là. Ils ont gravé du bois, ils ont scié. Enfin, tout dépend de... Pour vous, il faut remettre le côté pratique. C'est pas tant le côté pratique en soi, c'est qu'il faut... que les apprentissages aient du sens, et pour ça, il faut qu'ils aient un but, un objectif. Le problème de l'école aujourd'hui pour beaucoup d'enfants, c'est que c'est une succession de leçons et d'exercices qui n'ont aucun sens et dont ils ne voient absolument pas la pertinence. Alors que si on a besoin d'écrire un journal, si on a besoin d'écrire à nos correspondants et qu'il faut aller poster la lettre, et qu'on va devoir choisir le poids du timbre, il va falloir aller à la machine. Si on veut découvrir notre quartier, étudier comment il est fait, on va sortir aussi. Et à partir de là, on va écrire des comptes rendus. À partir de là, on va faire des recherches documentaires. On va faire ce qu'on appelle des conférences d'enfants. Donc, en fait, essentiellement, on va remettre du sens derrière les apprentissages. J'ai l'impression que tout ça, on le faisait beaucoup il y a 30 ans, parce que moi, ça me parle. On m'a fait faire le côté, je vais dans le quartier, faire une enquête, ça, j'ai fait ça quand j'étais au primaire. Le côté, écrire à des correspondants, je l'ai fait, moi, à mon époque. J'ai l'impression que tout ça, c'est un petit peu perdu, et il y avait quand même... Tout ça avait été dans l'école dans les années 70, c'était très à la mode en fait. Hein. Voilà. Et aujourd'hui, avec mes enfants, j'ai moins vu ça en fait. Je pense qu'il y a, oui, un problème de formation. C'est surtout maintenant où on a des contractuels qui arrivent sans aucune formation. C'est quand même un gros problème dans l'éducation nationale. Je dirais que avoir des leçons toutes prêtes d'exercice, c'est rassurant pour quelqu'un qui débarque et qui doit gérer tout d'un coup ou un groupe d'enfants. Oui, vous pensez que c'est la formation des enseignants qui est problématique ? La formation des enseignants qui, à mon avis, est problématique là-dessus. Voilà. C'est vrai pour Sylvie Desclèpes, pour la méthode Montessori, il y a beaucoup de choses de la méthode Montessori qui existent aujourd'hui dans l'école publique ou privée sous contrat. Oui. Je veux dire par là que lorsqu'on voit une école maternelle aujourd'hui, on voit des petites chaises, des mini-cuisines, on a tous ces souvenirs-là, ça vient de Maria Montessori. Oui, les petites chaises et les petites tables, oui, ça vient de Maria Montessori. Les lettres aussi, mobiles, par exemple. Oui. Il y a aussi de plus en plus de professeurs des écoles qui mettent en place la pédagogie Montessori dans leur classe, dans le public et dans le privé sous contrat. Nous, moi, j'ai un organisme de formation, on a formé énormément de professeurs des écoles. Donc il y en a beaucoup qui utilisent la méthode Montessori maintenant dans leur classe aussi. Alors les lettres rugueuses, enfin je ne suis pas une experte de Montessori, mais j'ai visité votre école et j'ai bien vu les lettres rugueuses. Donc on découpe les lettres pour bien sentir les lettres. Les enfants touchent. On touche les lettres. Et puis j'ai vu dans votre école toujours des enfants qui avaient une mini-menuiserie, qui avaient des marteaux et des clous. Avec la méthode Montessori, on parle beaucoup du développement de la main, énormément. Donc on fait énormément de travail avec la main. Les enfants des tout petits travaillent énormément avec la main. On dit que la main est reliée au cerveau, plus on va développer la main, plus leur cerveau va être ouvert à plein de choses. Donc en méthode Montessori, on travaille beaucoup avec la main, c'est pour ça qu'on sort beaucoup aussi. On n'appelle pas ça l'école de la forêt, l'école de la nature, parce qu'on passe pas notre vie dehors, mais on sort énormément dehors, parce que c'est vrai déjà que ça fait énormément de bien aux enfants, puis qu'on peut apprendre plein de choses par la nature, comme on disait, compter avec des marrons, faire des formes géométriques avec des petits bouts de bois, c'est quand même beaucoup plus sympa que de les tracer à la règle. Hein. Oui, mais c'est curieux parce que c'est vrai que ces méthodes sont anciennes. On voit même, par exemple, dans la méthode Baucher, par exemple, qui est en vente dans tous les hypermarchés de France. Si vous regardez bien la méthode Baucher, parce que j'ai beaucoup utilisé ça avec mes enfants, l'enfant apprend, donc c'est dans les années 20, la méthode Baucher, il apprend avec des bouts de bois.
à compter. Bah oui. Donc c'est à la fin de chaque leçon, il y a des petits bouts de bois pour apprendre à compter. Donc c'était déjà comme ça, et tout ça s'est perdu un peu. Oui, parce qu'une époque, on manipulait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Hein. Donc avec des allumettes, avec des bûchettes, des choses comme voilà, ça. c'était des voilà, je cherchais le mot. Dans la méthode Bochet, ce sont les bûchettes. Ouais, les bûchettes. Et tout ça, finalement, revient par le biais de la méthode Bochet. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de points communs à ces méthodes, finalement. Oui, la main. L'intelligence de la main, déjà aussi, le fait de sortir, le fait d'aller dehors. L'enfant est au cœur de nos préoccupations. Je pense que c'est la plus grande des choses en commun. C'est que l'enfant est au cœur de notre enseignement. Je pense que c'est ça que les parents... Au lieu que l'enfant, que c'est l'enfant qui se fait à l'adulte, c'est nous qui observons l'enfant en fonction de ses besoins. On va lui apporter un environnement qui lui convient. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a parfois on se moque un peu de ces méthodes en se disant oui, c'est des méthodes. Alors il y a à la fois un engouement et puis à la fois en disant on est trop finalement cette éducation trop positive, ça va donner des enfants narcissiques. Alors qu'est-ce que vous pensez de ça? Ce n'est pas mon vécu avec les jeunes que j'ai accompagnés, justement. Ce sont des jeunes, comme je dis, qui sont responsables, qui travaillent ensemble, qui s'entraident, qui font l'expérience de la fraternité, parce qu'ils restent parfois 12 ans dans la même classe. Chez nous, hein. Ils ont le même professeur de classe pendant 6 ans. Est-ce qu'ils sont punis? Est-ce qu'on dit on ne punit pas ces enfants avec ces méthodes? Est-ce que c'est vrai? Bien sûr, enfin, punir. Alors, c'est peut-être le mot qui n'est pas correct. C'est exactement ça. C'est le mot. Ça. Mais on va trouver, bien sûr, quand il y a quelque chose qui n'est pas correct. Un geste réparateur. Voilà. Un geste réparateur. Alors, voilà, ça fait un peu sourire. Mais... ça fait peut-être sourire, mais non. Mais je crois que c'est important. En fait, il y a quand même une autorité bienveillante et exigeante. En fait, il ne faut pas croire que, d'abord, c'est pas parce que les besoins de l'enfant sont au centre que l'enfant est un roi. D'accord. C'est le maître, c'est l'enseignant et l'enseignante qui décide de ce qu'il va apporter à l'enfant et de la manière dont il va lui apporter les choses. Et je pense que ce sont des pédagogies qui développent le respect de soi, le respect du maître, le respect des autres. C'est hyper important pour la vie en société quand même. Et puis, qui ont une manière de faire vivre à l'enfant le goût de l'effort. D'accord. De la persévérance. Parce que c'est pas du tout l'image qu'on a en fait finalement. Oui, mais c'est parce que justement on en a des images très partielles. Et parce que ça a été beaucoup dévoyé, parce qu'on dit Montessori, ils font tout ce qu'ils veulent, alors qu'on pose un cadre qui est très strict, justement. Il peut y avoir de liberté. À l'intérieur de ce cadre, il y a une liberté. Maria Montessori, elle a parlé de la liberté, donc certaines personnes se sont emparées de ça en disant oui, ils sont libres de tout. Mais non, pas du tout. Oui, parce que j'ai vu des critiques où mon enfant était laissé, tant qu'il n'avait pas envie d'apprendre à lire, on le laissait au fond de la classe, etc. Ouais, mais ça, c'est pas une bonne interprétation de la liberté selon la pédagogie Montessori. On est là pour poser un environnement et un cadre. Et dans ce cadre, il y a un cadre. Il y a un cadre avec des limites. Pour ça, je voulais un peu jouer cette émission pour... Nous aussi, un cadre, des institutions, un conseil de coopérative. C'est pas le bazar, c'est ça que je voulais dire. Ça... Il n'y aurait pas de liberté dans le bazar. Non. Le bazar, c'est l'anarchie. Oui. Et par exemple, dans la pédagogie Steiner, en fait, l'enseignant, il y a une équipe autour, vous avez parlé de l'enseignement des langues, il y a l'enseignement artistique, donc évidemment, l'instituteur, il a un peu le gouvernail de son navire, mais il a un équipage. Il a d'autres membres qui sont là. Et en fait, toutes les semaines, on croise les regards sur l'enfant. Donc l'enfant, il reste un paysage, vous voyez. Il ne peut pas être réduit à une attitude ou à... Oui. Et quelle est l'attitude justement de l'éducation nationale sur l'école Steiner, par exemple? Eh bien, les variables en fonction des rectorats, je dirais. Parce que pour des rectorats, mais enfin, nous avons l'éducation nationale. À quoi ça sert d'avoir d'autres écoles? Et puis, il y a d'autres rectorats avec lesquels on peut entrer en dialogue. Et c'est important, je pense. En fait, il me semble, moi, dans ma commune, il y a l'enseignement public, l'enseignement catholique, et la pédagogie alternative avec l'école Steiner. Je trouve que c'est une grande chance d'avoir cette pluralité pédagogique, cette offre pédagogique sur le même territoire pour les parents. Parce que vous avez aussi des enfants qui sont tous différents et qui peuvent s'épanouir dans une école qui ne pourrait pas finalement s'épanouir dans une école classique.
Ah si, mais je veux dire, on peut passer de l'une à l'autre. Hein. Moi, j'ai des élèves qui sont passés du classique à Steiner et de Steiner au classique, mais on se rencontrait grâce à la mairie, les enseignantes, et c'était très intéressant de se donner des nouvelles. Bon, c'est un petit peu anecdotique, mais on peut vivre en bonne intelligence aussi. On a des choses à la méthode Freinet, qui est plutôt dans l'enseignement public, il y en a à Paris? Est-ce que vous pouvez citer quelques écoles qui utilisent la méthode Freinet? Alors, il y a des classes dans Paris. Il y en a au moins à l'école Jomard, parce que je sais que là, je m'y réunis. Dans quel arrondissement? 18e, je pense. Je ne connais pas bien Paris, moi je suis niçoise, donc voilà. Je suis parisienne, mais... Voilà, donc en fait, je ne fréquente pas beaucoup le groupe parisien, nous, on est organisé. Mais il y en a une à La Ciotat, en tout cas. À Ciotat, il y a un collège-lycée expérimental. D'accord. Voilà, il y a une école à Saint-Clair ou Lavandou, il y a l'école Bonneveine à Marseille, qui est franchement, alors qui est labellisée Freinet. Il y a l'école La Maréchale maternelle à Aix aussi, l'école qui s'appelle maintenant Élise et Célestin Freinet à Hérouville-Saint-Clair. Ah oui, ça, elle est très connue, c'est une école expérimentale. Il y a quelques écoles, et après, je vous dis, la plupart d'entre nous, y compris moi quand j'étais en exercice, on est juste dans notre classe, dans notre école publique où on a été affecté. Est-ce que le niveau scolaire, parce qu'il y a toujours quand même, on parle beaucoup au niveau scolaire des Français qui est catastrophique selon le classement PISA, est-ce qu'avec la méthode Freinet, est-ce que ce niveau est augmenté? Enfin, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les élèves apprennent bien à lire? On ne fait ni des miracles, ni moins bien qu'un autre. Donc nos élèves continuent à progresser normalement. Il y a eu, cela dit, une école Freinet à Mont-Saint-Barreul qui a fait l'objet d'un suivi par une équipe d'universitaires et qui, elle, a montré des progrès vraiment très forts et très nets d'évolution des élèves. La fin du rapport dit que c'est difficilement peut-être transférable en soi, dans la mesure où c'est lié au fait qu'il y avait justement une équipe Freinet dans cette école. Après, nous, nos élèves, ils restent 1, 2 ou 3 ans si on peut, puisque nous, on préfère les classes multi-âges. On les trouve beaucoup plus riches. Donc, ça, c'est intéressant. Un peu comme dans une famille, finalement. C'est pas une famille, c'est pour mieux respecter le rythme des élèves, le rythme d'apprentissage. Ils ne sont pas tous prêts à apprendre telle notion à la deuxième période de l'année de leurs 8 ans. Voilà. D'avoir des classes avec des âges et de l'entraide et de la coopération, du tutorat. Et pour ça, il faut je disais, c'est un peu comme dans une famille où il y a l'aîné qui va aider. Je suis issue d'une famille nombreuse. Forcément, il y a le plus grand qui va aider le cadet. Enfin, ce sont nos classes uniques des villages aussi. Hein. Exactement. Montessori, dernière question. Pareil, au niveau scolaire, est-ce que en fait, les enfants apprennent comme mieux qu'ailleurs, moins bien. On ne fait pas de miracle. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on fait des miracles quand ils nous confient leurs enfants. Il y a une chose où c'est plus facile pour nous, je trouve, c'est qu'ils apprennent à lire pendant toutes leurs années de maternelle, par exemple. Donc ça leur donne plus de temps pour apprendre à lire. Et donc, c'est vrai qu'ils arrivent en CP, ils lisent bien. Et voilà, je pense que ça, c'est des choses comme ça. Bon, le fait qu'on utilise du matériel concret pour les mathématiques aussi fait que les apprentissages, pour moi, sont plus faciles pour eux, quoi. Parce que l'enfant est encore dans le concret, donc il comprend bien. Mais après, dire si on a des meilleurs résultats que les autres, je ne peux pas dire ça. Voilà, puis ça dépend des enfants. Merci beaucoup à tous, à toutes, et à Romain qui est là. Sylvie Desclètes, donc du lycée Montessori, Laure Lucéran, ancienne directrice de l'école Steiner de Verrières-le-Buisson, et Virginie Solnon, présidente de l'ICEM, qui représente la pédagogie Freinet. Merci à tous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Paris d'école sur Figaro TV.